Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel en ce 3 juin 2021. Nous sommes ici pour nos rencontres bimensuelles dans le cadre des rencontres philosophiques de l'Observatoire Vieillissement et Société, dont je vais vous entretenir dans quelques instants. Je vous salue tous et toutes. N'hésitez pas à me dire bonjour, à me saluer, etc. Donc, au plaisir d'échanger. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet qui porte sur la sagesse. Qu'est-ce qu'être sage? Quelles sont les caractéristiques du sage? Nous allons avoir plusieurs points, bien sûr, à aborder. Je vais vous poser quelques questions. Donc, salutations à tous et à toutes. Donc, avant d'entamer notre sujet, on va laisser les gens nous rejoindre dans ce petit live qui est fait dans un temps de pluie en ce 3 juin. Donc, n'hésitez pas à me saluer, à me dire bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, donc simplement pour vous dire qu'on aura plusieurs rencontres au mois de juin. C'est une des premières qui est annoncée le 3 juin. La semaine prochaine, nous nous revoyons le 10 juin. Nous allons parler du sujet à 13 heures toujours le jeudi. Qu'est-ce que prendre soin de soi? Hein? Qu'est-ce que le souci de soi? On a une petite rencontre également en fin de semaine sur Zoom. Pour ceux qui veulent s'inscrire, allez voir ça. La confiance créatrice sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Mais aussi une autre rencontre impromptue le 17. Qu'est-ce que le jeudi 17 à 13 heures? Qu'est-ce que penser? Et pour terminer la saison, avant le début de l'été, nous avons un petit atelier le 19 qui portera sur ma méthode de lecture active en philosophie. Mais bon, revenons à la présentation de cette rencontre. Donc, simplement pour vous dire que ces rencontres sont possibles grâce au soutien de la Fondation Sibylla-S, mais aussi grâce aux bénévoles de l'Observatoire Vieillissement et Société. Je pense bien sûr à tous nos bénévoles, hommes et femmes, qui sont avec nous et qui nous supportent à travers le journal de l'OVS, le Gyrophare. Et je remercie tous les bénévoles et toutes les bénévoles de l'Observatoire Vieillissement et Société, qui est un organisme à but lucratif qui existe depuis plus de 15 ans et qui a une mission qui se décline en plusieurs points. Tout d'abord, bien sûr, définir l'agisme et contrer l'agisme et l'auto-agisme, promouvoir la qualité de vie chez les aînés, bien sûr les échanges à travers des conférences, des rencontres. Il y a aussi beaucoup de bénévoles qui s'impliquent dans la rédaction du journal, dont André Ledoux, bien sûr, qui écrit beaucoup d'articles. Et par ailleurs aussi, l'OVS est là pour améliorer la qualité de vie et permettre aux aînés de sortir de l'isolement. Et c'est à travers notamment ces rencontres philosophiques qui ont lieu depuis bientôt 4 ans et demi. Hein? Je suis l'animateur de ces rencontres de philosophie réflexive et existentielle depuis 4 ans et demi. Et nous voyons 2 fois par mois. Habituellement, c'était bien sûr à l'Institut de gériatrie de Montréal, dans un beau local où nous avions nos rencontres. Nous étions 10, 15 et quelquefois 20. Et maintenant, depuis juin dernier, donc ça va faire presque bientôt un an, dans presque 11 mois, que nous sommes via la plateforme Facebook Live. Donc, vous pouvez me suivre sur ma plateforme Mathieu Martel Philosophe et aller aussi vous abonner à la page de l'Observatoire Vieillissement et Société. Hein? Vous pouvez vous abonner et voir toutes les activités. Allez voir aussi le site de l'Observatoire Vieillissement et Société. Il y a des conférences tout le long de l'année. Et nos cafés philo, nos sujets sont annoncés. Donc aujourd'hui, nous allons dans quelques instants nous entretenir du thème de la sagesse. Je vais vous poser bien sûr quelques questions. Nous sommes peu nombreux en ce moment. J'espère que les gens vont se joindre à nous pour cette belle activité en ligne. Voilà. Et la semaine prochaine, nous allons nous entretenir de qu'est-ce que prendre soin de soi. Donc, je vais vous poser quelques questions, bien sûr, durant ce live, mais de faire des références à l'histoire de la philosophie.
vous faire part de mes réflexions notamment. Donc, n'hésitez pas à répondre lorsque je vous pose quelques questions. On voit que les gens commencent à intégrer ce petit Facebook Live qui est quand même un moyen de se rejoindre. Vous allez voir qu'en fin de semaine, pour ceux qui veulent participer à mon activité Zoom sur la confiance créatrice, on se voit davantage, il y a un échange, c'est une nouvelle plateforme. Donc, je salue les arrivées, Micheline, Doris, Vanda qui est avec nous. N'hésitez pas à me saluer, à me dire bonjour. Et n'hésitez pas à répondre, bien sûr, aux questions que je vous pose. Je vais, bien sûr, vous commenter, vous lire et vous commenter tout au long de ce live qui dure habituellement 1 heure, entre 50 minutes et 1 heure. Donc, le thème d'aujourd'hui, je vais commencer à problématiser notre sujet du jour. Pourquoi nous nous posons cette question-là? Qu'est-ce qu'être sage? Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce qui fait que cette question-là est digne d'importance? Qu'est-ce qui fait que la question qu'est-ce qu'être sage apparaît aujourd'hui, peut surgir dans notre société moderne? Bien sûr, la notion de sage elle est à même la définition que nous a léguée Pythagore sur la philosophie, c'est-à-dire une recherche de la sagesse. Vous savez que dans le mot philosophia, on a bien sûr l'amitié, le philène, l'ami, de la sophia, de la sagesse, qui est un savoir. Donc, c'est le philosophe ou la philosophe est quelqu'un qui est ami, qui recherche la compréhension des phénomènes. Bon, au début des premiers philosophes, c'était des phénomènes, les premiers philosophes qui étaient presque aussi, on pouvait dire, des physiologues. Ils s'intéressaient à comprendre les phénomènes naturels en proposant un principe explicatif de ces phénomènes-là, qu'on se rappelle, bien sûr, nous n'avons que des fragments des premiers présocratiques, un terme qui est employé notamment par Jean Brun dans un de ses livres « Que sais-je sur les présocratiques ». Il cherchait, ces premiers philosophes-là, à trouver un principe premier, explicatif de la naissance du monde. On avait, par exemple, chez Thalès de Milet qui proposait comme principe premier l'eau. Donc, on disait de l'eau que l'eau était l'élément premier qui participait à la vie du corps humain, de la nature, et que c'était l'eau qui était premier, principe qui allait organiser certains phénomènes naturels. On a vu une réplique chez Héraclite qui a proposé, bien sûr, le combat entre les opposés et l'élément feu, etc., chez plusieurs présocratiques. Mais le terme philosophie, donc aujourd'hui, on s'interroge, nous allons nous questionner sur la sagesse. Le terme philosophia vient du grec, philosophia, qui veut dire ami de la sagesse, de la connaissance, mais aussi d'un vécu, d'un art de vivre propre à certains types d'individus qui se risquent à vivre d'une certaine manière, à vivre d'une manière dite sage. Et c'est ce que nous tenterons de définir. Bien sûr, on a comme modèle dans l'Antiquité le premier philosophe qui s'interroge sur les valeurs humaines, sur l'être humain. On a Socrate comme figure de l'Antiquité grecque. On se souviendra, je ne sais pas si c'est Karl Jaspers ou Huxley qui faisait intervenir le concept d'âge axial où plusieurs sages avaient, plusieurs sages avaient point durant une période déterminée, qu'on pense à Lao Tzu, à Bouddha, à Pythagore, Solon d'Athènes, etc. Donc, il y a un âge où
émergeaient certains sages. Voilà. Donc, on pense à Socrate on parlera tantôt de Socrate, sur quoi reposait la sagesse de Socrate. On se souviendra, je vous encourage à lire ce beau livre qui est l'Apologie de Socrate de Platon et le Criton pour découvrir une figure de Socrate parce que, pour bien sûr, j'endosse les thèses à la fois de Pierre Hadot, qui parle d'une figure de Socrate, que l'on découvre à travers, bien sûr, les dialogues de Platon, les dialogues de Xénophon et la pièce de théâtre Les Nuées d'Aristophane. Bien sûr, il y a un portrait de Socrate. Donc, la question du Socrate historique, selon Dorion, est une question qui ne peut pas être répondue, étant donné que nous avons des documents, non pas historiques, mais des documents littéraires qui font intervenir un Socrate, mais il y a des Socrates, des visages de Socrate à travers ses œuvres. Donc, les amis, salutations à tous et à toutes. Saluez-moi, dites-moi un petit bonjour si vous venez de vous joindre à notre activité du jeudi 3 juin. Nous nous interrogeons aujourd'hui à savoir qu'est-ce qu'être sage. Bien sûr, je vais vous poser plein de questions et j'aimerais bien vous lire et vous commenter aussi. Donc, merci à tous et à toutes d'être là. Donc, pourquoi cette question-là aujourd'hui? Pourquoi cette question-là est-elle importante? Pourquoi en venons-nous à nous poser cette question-là? Qu'est-ce qu'être sage? Qu'est-ce qu'un sage? Qu'est-ce que la sagesse? Est-ce que c'est parce que nous avons de la difficulté à savoir comment vivre, à savoir persévérer dans notre vie au quotidien? Est-ce que c'est parce que nous rencontrons des obstacles, vivons des problématiques humaines, sommes confrontés à des questionnements de nature existentielle? Jadis, dans la tradition catholique, les gens voulaient s'approcher de Dieu en devenant religieux, en servant dans les ordres, en visant un idéal de sainteté. Mais il y a eu les Grecs. Avant cela, et chez les Grecs, la figure du sage était un idéal moral à atteindre. On parlait même des vertus, non pas théologales, mais des vertus, les vertus cardinales chez les philosophes grecs, qui étaient bien sûr, qu'on relise Platon ou Aristote. On parle ici d'intelligence, on parle de sagesse, on parle de modération, de courage, de justice, de tempérance. Donc, c'était des vertus à développer pour qu'un individu puisse se dire, c'est un idéal moral, une quête qui était la quête d'une vie, que de devenir sage. Donc, on avait et bien sûr, tout cela impliquant le concept de rationalité, de maîtrise de soi chez les philosophes grecs. Bien sûr, on a d'autres types de sages dans les visions bouddhistes, aussi taoïstes, qui sont basées sur la sagesse taoïste. Pensons aux grands sages taoïstes, Lao Tzu, Chuang Tzu, Li Tzu. Pensons aux différentes écoles bouddhiques, que ce soit l'école du petit véhicule, du grand véhicule, du tantrisme tibétain, le Vajrayana, qu'on pense bien sûr au Chan. Voilà. Donc, à travers les traditions spirituelles et philosophiques, devenir sage, incarner la sagesse, a toujours été une forme d'idéal, moral, une quête intérieure. Donc,
je vais vous poser quelques questions dans quelques instants, dans quelques questions, ça ne sera pas très long. Je vais juste poursuivre avec mon préambule. Donc, salutations à tous et à tous. Vous êtes bien sûr dans les rencontres philosophiques de l'OVS, Observatoire Vieillissement et Société avec Mathieu Martel. Cette première rencontre du mois de juin s'intitule « Qu'est-ce qu'être sage ?» Qu'est-ce que la sagesse? Mais on va se concentrer sur l'individu, homme-femme, qui désire être sage. Donc, quand on parle de sagesse, on s'inscrit dans la catégorie philosophique de l'éthique. Bien sûr, quand on dit éthique, c'est un terme grec qui réfère étymologiquement au comportement, à la manière de vivre. Bien sûr, certains parlent caractère que l'on veut peaufiner, développer. Aussi ethos qui va aussi référer à un certain lieu de l'être. Alors en éthique, on se pose les questions suivantes. Qu'est-ce que le bien? Quel genre de vie veux-je vivre? Je vous parlerai tantôt des genres de vie selon Pythagore. Qui était le premier à se présenter comme étant non pas un sage? On sait que dans la Grèce antique, il y a eu l'idéal ou une espèce de tradition ancestrale des 7 sages. Les listes varient. Solon d'Athènes se retrouvait dans cette liste-là, mais Pythagore se présente à un tyran comme étant non pas un sage, mais un ami de la sagesse. Peut-être pour ne pas froisser le tyran, peut-être pour faire preuve de modestie à son égard. Alors, le domaine de l'éthique se pose les questions suivantes. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'être sage? Comment, tout au long de sa vie, s'assurer de persévérer dans son être tout en adoptant certaines valeurs, certains comportements qui sont dignes d'admiration, mais admiration au sens de l'excellence du comportement, l'excellence de l'âme. Malgré le fait qu'à travers certaines traditions bouddhiques, il y a eu des fous sages ou une tradition de folle sagesse, aujourd'hui, nous allons peut-être davantage réfléchir en nous appuyant sur la tradition grecque. Voilà. Donc, je vais vous commencer cette rencontre en vous posant une première question. N'hésitez pas à me répondre, à commenter, et je vais poursuivre mon entretien avec vous, mon laïus, durant cette rencontre de philosophie réflexive. Alors, la première question du jour, à savoir, on va commencer avec la chose suivante. Alors, allons-y avec la négative. Le contraire du sage. Simplement, on commence comme ça. Comment nommeriez-vous celui ou celle qui est contraire, qui est le total opposé au sage? Et bien sûr, je vous prépare une belle citation que je vais vous transmettre de mémoire. On va analyser cette citation-là ensemble. Mais voici ma première question. Si nous avons ici le sage ou la femme sage, quel est son extrême opposé au sage? Quel est l'envers du sage? Admettons que le juste milieu serait l'homme ou la femme ordinaire. D'un côté, nous aurions le sage ou la sage. Et qui se placerait, selon vous, à l'extrême opposé? Et là, tout de suite, ça me fait penser à la notion de vertu chez Aristote, dont je vais vous parler dans quelques instants. L'exemple qui est souvent raconté pour parler de la vertu chez Aristote. Donc, je vous pose la question suivante. Et vous allez peut-être être surpris. Donc, ma question est la suivante. Selon vous, qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui est diamétralement opposé à l'être humain qui est sage? Quel est son opposé? Le contraire du sage. Je vous laisse me répondre et je vais bien sûr commenter.
N'hésitez pas à me saluer, à me dire bonjour. On est une dizaine aujourd'hui en ce temps pluvieux. Je pensais que nous allons être plus nombreux. Mais vous savez que les vidéos peuvent être révisionnées, revisionnées, en différé sur ma page Mathieu Martel Philosophe, bien sûr. On a tous les enregistrements depuis à peu près le mois de mars 2020, des rencontres philosophiques de l'OVS et de mes rencontres impromptues, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos, les revisionner et aller voir aussi tous les événements pour avoir un petit rappel lors de nos rencontres. Micheline nous dit que l'inverse du sage est l'individu qui n'est jamais content. Et là, ça peut être interprété dans plusieurs sens. Jamais content, vu peut-être d'une première perspective comme étant celui ou celle qui est un peu grognon, qui est incapable d'être paisible dans son esprit, qui est toujours tourmenté. Mais Micheline utilise le verbe, l'aspect, la notion de content, qui n'est peut-être aussi jamais contenté de quoi que ce soit. On sait que chez les Grecs, une des vertus, notamment brisée par Épicure, est l'autarkeia, l'autarcie, au sens de savoir se contenter de peu. Adopter notamment, en ce sens, une alimentation frugale qui est riche en aliments nutritifs, mais qui est frugale. Donc, on se rappellera, j'ai quelques amis grecs, bien sûr, et j'ai un ami qui vient de la Crète, et il y a Niki aussi qui est parmi nous, qui vient de la Crète. Hein? Quel est le repas de Socrate? Quel serait le repas de Socrate, par exemple, ou d'un sage à l'époque des Grecs, un repas frugal? On pourrait penser, on pourrait y aller avec quelques olives, poivrons grillés, pois chiches, huile d'olive, feta et quelques feuilles de vigne, pourquoi pas? Donc un repas frugal qui fait l'affaire, qui sustente, mais qui est léger. Et là, je ne dois pas oublier de vous parler d'Aristote en ce sens. Donc, l'inverse du sage, c'est l'individu toujours un peu grognon, mécontent de lui-même, des autres, des situations, mais aussi incapable de se maîtriser, de se contenir, toujours en manque de quelque chose, qui s'oppose à la notion d'autarcie, qui est capable de se satisfaire de peu et d'apprécier ce qui est. Et on nous dit dans Épicure, dans la lettre à Ménécée, que celui ou celle qui est capable de se satisfaire de peu apprécie davantage ce qui lui est proposé. Donc, ça rejoint donc la jamais satisfait. Micheline renchérit avec la notion d'insatisfaction chronique. Laissez-moi vous parler d'Aristote et j'irai avec vos commentaires. Je vais commenter Louise bientôt. Je vous repose la question à savoir quel est l'inverse du sage? Quel terme associez-vous à celui ou celle qui est diamétralement opposé au sage? Et revenons à la notion de vertu, qui veut dire chez les Grecs, qui veut dire excellence, mais chez les Latins, vertu, c'est une force. Chez les Grecs, arrêté veut dire qualité excellente, propre à l'être humain. Et comme je vous ai dit tantôt, j'en ai nommé plusieurs qui étaient valorisés chez les philosophes, chez les sages grecs, notamment Platon, Xénophon, Aristote, pour ne nommer que ceux-ci. On parle de courage, de tempérance, de sagesse, de justice, etc. Et là, je veux m'arrêter sur la notion de courage. Aristote
construit son idéal, son éthique sur la notion, impliquant la notion du juste milieu. Et là, d'un côté, il dit la vertu, c'est le juste milieu entre deux extrêmes, un manque et un excès. Donc, j'ai souvent fait intervenir cet exemple-là. La notion de courage, c'est le juste milieu entre deux vices ou deux excès, un excès et un manque. Donc, l'excès de courage, pour Aristote, il le nomme, euh, j'ai perdu le mot un instant, je vais juste revenir donc avec le manque de courage, je vais revenir avec l'excès de courage parce que ça vient de m'échapper un petit peu. Voilà. Donc, le manque de courage, pour Aristote, c'est la lâcheté. Donc, la lâcheté, on a le courage au centre. Et l'excès de courage, c'est la témérité. Aristote nous dit que nous pouvons acquérir la sagesse, bien sûr, en comprenant intellectuellement, ce qu'implique le courage par définition, mais bien sûr, et en le distinguant des extrêmes, donc un manque extrême de courage étant la lâcheté, un extrême étant la témérité. Bien sûr, pour Aristote, ça prend encore plus de ça, ça prend de la persévérance, de la pratique et viser cet idéal-là qui doit toujours être reconquéri. Voilà. Merci les amis de répondre à ma question. On s'interroge à savoir quel est le contraire d'un sage. François nous dit tourmenté. J'ai fait un peu allusion à ce concept-là tantôt quand je parlais de quelqu'un qui était jamais content. Troublé, oui, François, ici je peux faire un commentaire. Le sage chez Épicure, c'est l'inverse du tourmenté. Celui qui a atteint le bonheur, c'est-à-dire l'eudémonia, chez Épicure, donc je vous réfère ici, courez chez votre libraire indépendant, allez acheter la lettre à Ménécée et vous serez bien sûr renversé par ce beau texte qui nous reste d'Épicure, car vous le savez, il ne nous reste que les sentences vaticanes d'Épicure, malgré qu'il ait écrit des centaines de livres, 3 lettres, et aussi quelques maximes gravées sur des stèles, je crois, répertoriées par Diogène, un certain Diogène d'Enoanda. Je reviens à François qui nous dit que l'inverse du sage est l'individu tourmenté. Et là, pourquoi je fais référence à Épicure? Parce qu'Épicure nous dit que le bienheureux, les plus bienheureux, ce sont les dieux pour Épicure. Les dieux sont immortels et bienheureux, mais nous ne pouvons pas être comme eux. Ils n'ont rien à faire de nous, ces dieux. Mais Épicure nous dit que l'individu en pleine sagesse est absent de troubles dans sa psyché. Donc, ataraxia, il n'est pas troublé dans l'esprit, il n'est pas tourmenté, il n'est pas préoccupé. Il est dans un état stable psychiquement. Et par ailleurs, il n'est pas non plus en train de vivre ce qu'on appelle l'aponie, le trouble dans le corps, les douleurs, les tensions, les manifestations physionomiques d'anxiété, etc. Merci François pour ton commentaire. Et là, on fait du chemin, les amis. Donc, Daniel qui vient de se joindre à nous. Daniel, je te pose la question et je vais commenter Stéphanie. Daniel, quel est l'inverse du sage? Qui est-il? Comment se caractérise-t-il l'opposé, le diamétralement, celui ou celle qui est diamétralement opposé au sage? Et là, Stéphanie nous dit l'être déraisonnable, le déraisonnant, l'irrationnel. Car on sait que chez les Grecs, il y a une importance à la fois chez les grands philosophes de l'usage de la raison, du logos, faculté qui sert bien sûr à faire des liens,
faculté qui recherche les premiers principes, qui généralise. On a bien sûr la raison qui cherche à connaître, comprendre, expliquer, mais aussi une notion très importante chez les Grecs, qui n'est pas qui est une forme de raison pratique, dont j'oublie le terme en ce moment. Ça va me revenir. La prudence, une forme de prudence, qui est une raison qui évalue par rapport à ce dont nous devons, comment nous devons agir, de quelle manière, sur quelle valeur devons-nous prendre nos décisions. Je ne vais pas élaborer plus là-dessus, mais on parle de prudence, une forme de raison pratique qui nous aide, qui accompagne notre action. Niki dit que celui qui se prend pour un sage veut changer le monde, mais le vrai sage veut se changer lui-même d'abord. Donc on a deux, ça a été souvent mentionné par Osho, les révolutionnaires sociaux et les révolutionnaires dans l'esprit, ceux qui veulent se transformer eux-mêmes pour incarner la sagesse et, bien sûr, la faire ressentir dans leur comportement, leurs paroles, leur présence à autrui, et ceux qui veulent changer le système social qui est bien sûr fait d'êtres humains. C'est le piège de l'idéalisme, selon certains, de vouloir changer le monde, les structures, etc., les progressistes de l'esprit. Voilà, merci du commentaire. Donc, j'attends toujours le commentaire de Daniel, à savoir quel est l'opposé du sage. Merci les amis de répondre à ma première question du jour. Aujourd'hui, notre rencontre porte sur la sagesse. Qu'est-ce qu'être sage? On a commencé à s'interroger à savoir, en ce moment, aujourd'hui, selon vous, on réfléchit ensemble. Quel est le contraire du sage? Et là, je n'ai pas commenté assez le commentaire de Stéphanie. L'absence de raison, l'absence de jugement, d'évaluation par soi-même, l'autonomie du jugement face à une situation. Qu'est-ce qui nous empêche d'être rationnel? Nous dira Spinoza, la peur et l'espoir. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la peur paralyse les fonctions, paralyse la raison, la capacité d'évaluer de manière autonome ce qui se passe, de faire des liens, de remettre en doute, et l'espoir aussi. On espère être heureux un jour, on espère qu'une situation changera notre vie. Mais être dans ce type d'espoir, c'est d'être dans l'attente que quelque chose d'extérieur à nous viendra modifier notre état intérieur, notre vie. Martin nous dit que le contraire, et j'attends toujours Daniel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Daniel. Martin dit que le contraire du sage, c'est l'individu inconscient, qui ne sait pas, et on sait que Socrate était celui qui était quand même conscient lorsqu'il disait toute ma sagesse repose sur le fait que je sais que je ne sais pas tout, que je ne sais rien. C'est la docte ignorance, c'est son aveu, c'est une forme d'ironie bien sûr, où il avoue ne pas tout savoir, d'admettre certaines limites quant au savoir. Mais on a, hormis Socrate qui, lui, bien sûr, c'est une de ses caractéristiques de sa sagesse, il aura même consulté, selon Platon, plusieurs personnes sur la place publique, à savoir qui est le plus sage d'Athènes. Il aura consulté l'oracle de Delphes, qui ne lui répondra pas oui, Socrate, tu es le plus sage, ou non, tu n'es pas le plus sage, mais l'oracle de Delphes répondra, nul n'est plus sage que Socrate. Mais Socrate, lui, pas convaincu de lui-même, va consulter
sur l'agora les gens et se rend même compte que ceux qui prétendent être les plus sages sont les moins sages. Vous irez voir ma conférence sur les biais cognitifs. Il y a un certain biais cognitif qui est lié, qui est associé, qui finalement peut-être prend naissance chez Socrate. C'est ceux qui affirment être les plus compétents, qui parlent le plus fort, sont souvent ceux qui sont le moins compétents. Et le moins sage, nous dira Socrate. OK? C'est présent, bien sûr, dans l'Apologie et dans le Criton de Platon. Alors, Martin, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à, justement, la lecture des sophistes, entre autres, de Platon, qui nous dit que les sophistes prétendent être sages, prétendent détenir une sagesse, mais finalement, ils ignorent qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont tellement convaincus, et souvent on a ça chez des gens extrêmement convaincus. Donc là, on tombe dans le dogmatisme, comme nous disait Nietzsche, dans l'entêtement, et j'ai cette fameuse phrase de Nietzsche qui me vient à l'esprit, qui est la conviction, c'est le fait de s'attacher fortement à une croyance sans être capable de la démontrer, sans être capable de l'argumenter, simplement parfois par entêtement, pour Nietzsche, c'est une prison. On a beaucoup ça dans des mouvements idéologiques de toutes parts, de gauche extrême ou de droite, qui se battent, qui font même quelquefois usage de sophisme, d'entêtement, de violence, simplement pour gagner leur point. Schopenhauer, dans son petit traité, intitulé L'art de toujours avoir raison, dit que certains individus, lorsqu'ils sont cuits dans une forme de débat argumentatif, vont frapper avec le poing sur la table ou renverser la table, question de ne pas perdre la face et d'être toujours victorieux. Mais je reviens à Martin. Je vais commenter ici la notion de raison. Oui, c'est très important chez les Grecs, mais elle est peut-être insuffisante. Il ne s'agit pas juste de raison. Il s'agit aussi d'être capable de pratiquer certaines vertus, de les incarner. Voilà, le jugement, comme disait Kant, savoir, oser utiliser ton entendement pour pouvoir évaluer, d'être majeur, d'évaluer de manière autonome tout ce qui est dit, peu importe l'autorité d'où provient ces propos, il faut mettre entre parenthèses ce qui est dit, comparer, faire des liens, réfléchir, prendre une distance. Voilà peut-être ce qui appartient aux sages. Martin nous dit, ça me fait penser aux sophistes, donc l'inconscient, l'individu inconscient, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne sait pas qu'il se contredit, qui ne connaît pas ses angles morts, pour utiliser une métaphore, qui ne se connaît pas lui-même, a peut-être de la difficulté justement à comprendre ses errances, ses erreurs, et on sait que l'être humain n'est pas parfait et que c'est un idéal que d'être sage. Et quelquefois, on peut errer, se tromper, aller à l'encontre de nos valeurs, mais peut-être que l'important, c'est de maintenir une forme d'idéal, mais de pratiquer tout en conservant une forme d'idéal. Mais quelquefois, on peut même se rendre compte que notre idéal, l'idéal qu'on choisit de vouloir accomplir, est peut-être contre nature. On peut même déjà prendre conscience que ce qu'on se propose est contre notre nature, inatteignable. Bref, se réveiller et constater qu'on est dans des attitudes machinales et qu'on se propose quelque chose de totalement inaccessible.
Alors, on est toujours dans la question aujourd'hui, c'est très riche comme sujet. Je pose toujours la question, je vais commenter Martin bientôt. Qu'est-ce qui est l'inverse d'un sage? Martin nous dit, bon, nous cite Nietzsche, si la raison est un endroit pour s'asseoir, moi je ne veux que danser. Hein? Donc, davantage, non pas la raison pour Nietzsche, mais la vie, la légèreté, le dépassement de soi, suivre l'appel, l'inspiration, l'intuition. Voilà une autre forme de sagesse proposée par certains, peut-être par moi-même et par Nietzsche. Niki dit que c'est toujours plus facile d'observer des comportements sages chez nos idoles, chez des maîtres de sagesse. Ça a l'air toujours plus facile que pour soi-même, où c'est facile aussi de conseiller les autres et d'être un guide, de jouer le phare qui éclaire, mais ce n'est pas toujours facile de l'incarner. Voilà pour les commentaires. Alors, je vous ramène ici une petite citation que je propose à mes élèves. J'espère m'en souvenir. J'espère que mon aide va être capable de m'aider à me souvenir de tout cela. Et personne n'a mentionné le terme idiot comme étant l'inverse du sage. L'imbécile, l'idiot, l'énergumène. Mais saviez-vous qu'un de mes amis, qui dernièrement, me dit « Ah, un tel est un idiot. » Mais je dis « Fais attention. » L'étymologie grecque d'idios, hein, ça veut dire l'individu qui est particulier, singulier, qui a une manière propre de voir les choses. Donc, en ce sens, cela pourrait être un compliment que de se faire traiter d'idiot, au sens grec, bien sûr. Et certains pourraient être tentés de vous traiter d'énergumène. Hein? Si on revient au sens grec d'énergumène, le terme énergoumenos veut dire energon, quelqu'un qui est en travail, hein? Qui est en travail, qui est en cheminement. Donc, bien heureux de se faire traiter d'idiot et d'énergumène. On pourrait aussi associer le sage à quelqu'un qui manque, bon, bien sûr, on ne l'a pas dit, mais à quelqu'un justement d'irrationnel, qui manque de réflexion, qui manque de conscience de soi, qui n'est pas au courant, qu'il répète des schèmes, hein, qu'il oscille entre la peur et l'espoir, tout en délaissant totalement sa faculté critique d'évaluation de ce qui est. Aujourd'hui, on est servi, les amis. Hein? On peut remettre en question les discours médicaux, la propagande, qu'elle soit publicitaire, gouvernementale, etc. Posons-nous des questions, hein? À savoir, que cherchent certains pouvoirs, que cherchent certains individus, hein? Veulent-ils notre bien ou leur bien? Je salue Jazzy qui vient de se joindre avec nous. Jazzy, je te pose la question à savoir, quel est l'inverse du sage? Comment le caractérises-tu, cet être qui est totalement opposé au sage? On en est là, mais on parle quand même de sagesse aujourd'hui dans ces rencontres de philosophie réflexive. Je vous rappelle que nous allons avoir une autre rencontre jeudi prochain, toujours à 13h. C'est l'heure magique. Comme samedi, une belle rencontre sur la confiance créatrice, un atelier Zoom. Allez voir sur ma page Mathieu Martel Philosophe dans événements. Et allez aussi vous inscrire à l'événement et vous allez avoir un petit rappel pour jeudi prochain dans le cadre des conférences de l'Observatoire Vieillissement et Société, soutenu par la Fondation Sibylla-S. Vous allez avoir un rappel et c'est toujours notre rencontre à 13h. Vous allez pouvoir aller dans la publicité, dans l'annonce elle-même ou sur ma page Mathieu Martel Philosophe pour visionner, pour être en direct et d'interagir avec moi. Et toutes les rencontres sont ensuite disponibles. Hein. Le titre est bien présenté. Vous allez pouvoir réécouter et partager à vos amis également. Donc, oui, Jazzy, en effet, le sot s'oppose au sage.
on avait bien sûr dit qu'on ne plaçait pas l'idiot, l'énergumène comme opposé au sage. Mais le sot, mais qu'est-ce qu'un sot? Jazzy, je te laisse me définir un sot et je vais te commenter dans quelques instants. Alors, on est aujourd'hui dans une réflexion éthique où on se demande, on pourrait se demander, a-t-on besoin de sage aujourd'hui? A-t-on besoin dans ce monde pas évident? Hein? La vie est difficile, il y a ses obstacles, nos défis personnels, des conflits. Hein? La vie, c'est vivre, c'est lutter contre l'entropie, mais vivre, c'est lutter, c'est faire face à des obstacles, à des défis. Hein? Ce n'est pas se faire servir par ses serviteurs, payés ou choisis. Jazzy, je voudrais une définition de sot ou sottise. Laisse-toi aller. Voilà. Alors, maintenant, allons-y. Quelles sont les caractéristiques essentielles, vous, dans votre... on réfléchit ensemble, hein, philosophie réflexive existentielle. Pour vous, un sage ou une femme, un homme sage est absolument sage lorsqu'il possède quelle manière d'être ou quelles caractéristiques essentielles. Je vous écoute et je vais vous commenter. Donc, c'est notre deuxième question du jour dans ces rencontres de philosophie réflexive. On terminera tantôt avec une troisième question, mais là, je vous écoute à savoir quelle attitude, qualité, comportement, manière d'être, manière de vivre doit incarner ou posséder l'individu sage. Au plaisir de vous lire, je vais en profiter pour saluer les gens qui se sont joints à nous aujourd'hui. Je salue Micheline, Doris, Vanda, Suzette, Martin qui est de retour, Niki, Micheline, joyeuse fête à Micheline en passant, Louise qui est une habituée des rencontres philosophiques, François de Québec, Stéphanie de la Rive-Nord, Daniel de Sainte-Thérèse, j'espère te voir bientôt Daniel, ainsi que Jazzy Volontiers qui vient de se joindre à nous, ainsi que Manon. Intéressant. Jazzy, je te commente. Donc, je vous pose les amis, je vous pose la question suivante, mais je commente Jazzy par la suite. Quelle est la caractéristique essentielle que doit posséder l'individu sage, incarné? Jazzy nous dit que le sot, c'est souvent l'autre que l'on pointe du doigt. Ce n'est jamais nous, le sot. Hein? Ou la sotte, c'est l'autre. Celui qu'on n'arrive pas à comprendre. Celui que l'on juge. Mais allez lire le beau, il y a un livre de Révéré sur les imbéciles, sur les idiots, sur les sots, sur les emmerdeurs. Il est resté avec un colloque peu évident. Il a réfléchi sur justement les imbéciles. Allez lire le Révéré, Maxime Révéré, qui est un spécialiste de Spinoza, qui a notamment, je crois, participé à l'établissement des correspondances de Spinoza, traduction française, établissement du texte sûrement. Et oui, mais Jazzy, est-ce faire preuve de sagesse, Jazzy, que de s'abstenir de juger? Juger, allez voir ma conférence sur le jugement, à savoir évaluer de manière critique un énoncé, une théorie, une idéologie, ce que dit un individu. Hein, si on peut observer l'incohérence geste-parole chez un individu qui nous dit « faites A et il fait B lui-même hein? », on a besoin de l'évaluation, le jugement en ce sens. Mais toi, tu nous dis plutôt, Jazzy, qui ne jugez pas, mais apprenez à comprendre. Hein? Quelqu'un commet un crime, le but, ce n'est pas simplement de le condamner, de le lapider sur la place publique, mais aussi de comprendre ses motivations profondes, les causes qui ont mené cet individu à accomplir certains comportements jugés
inacceptables ou certains comportements illégaux, immoraux. Alors, Manon nous dit que le sage est un calme, est un individu calme, paisible. Hein? Ça nous fera nous rappeler la fameuse phrase de qui? De Pascal. Être capable de s'asseoir seul avec soi-même, en paix dans une chambre. Hein? Êtes-vous capable d'être seul, dans le calme, sans musique, sans bruit, et même dans la foule, et même dans la nature, le calme, parce que quelquefois on peut paraître calme, mais on peut être totalement énervé et intense. Niki nous dit que le sage, c'est l'individu prudent qui, grâce à l'expérience, sait maintenant qu'il peut faire telle chose et éviter une autre. On se rappellera du daimon de Socrate qui surgissait dans son esprit en lui disant « ne fais pas ceci ». Et vous irez voir mon petit vidéo sur le kairos, le dieu kairos, qui peut nous inciter justement à saisir l'occasion dans un sens anté-socratique au niveau du daimon. Martin nous dit que le sage, c'est celui qui a une clarté mentale, hein, qui a fait la lumière, hein, qui est capable de voir clair, d'éclairer. Ça me fait penser à Spinoza, les idées claires et distinctes. Hein? Spinoza qui est un lecteur, bien sûr, un commentateur de Descartes. La clarté mentale. Ça nous rappellera le 17e avec Boileau. Hein? Tout ce qui se conçoit bien, s'énonce bien, et les mots pour le dire viennent aisément. Suzette nous dit que le sage possède plusieurs valeurs, incarne plusieurs valeurs, des principes. On doit peut-être aussi mettre là-dedans la cohérence geste-parole. Respecte toute forme de vie. Donc, il est attentif. Il est attentif à ce qui est, à autrui, à lui-même, à son corps, à son environnement. Ça nous rappellera les deux valeurs, les deux attitudes de l'esprit principal à Krishnamurti. Être à l'écoute et être attentif. François nous ramène bien sûr chez les Grecs et chez les classiques en disant qu'un sage peut démontrer, peut faire preuve de discernement et de circonspection face aux événements qui arrivent à quelqu'un. Il est capable de recul, de discernement, d'évaluation. Il ne se précipite pas, ce qui sera bien sûr la non-précipitation et la prudence, et d'y aller lento, comme diraient les Italiens. Ce sera quelque chose, ce sera des attitudes d'esprit propres à l'esprit cartésien. On sait que dans sa morale provisoire, Descartes propose, et n'ayant pas été capable de développer une éthique, propose notamment, en plus d'adopter les coutumes d'un pays, notamment, propose aussi une attitude un peu plus stoïcienne, mais d'y aller lentement et prudemment. Hein? Ce qui sera la devise de Spinoza, notamment bizarre, caute, sois prudent. Celle un petit peu plus bizarre de Descartes étant j'avance masqué. Il y a eu beaucoup de tentatives d'interprétation à la Descartes, j'avance masqué. Micheline, semble-t-il qu'elle... j'ai pensé longuement que... Oui, ça fait partie pas de la lettre à Ménécée, mais des Pictètes, hein? Accepter ce que je ne peux changer, hein? Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui ne dépendent pas de nous, d'accepter les choses qui ne dépendent pas de nous et de confirmer ou de conscientiser, de discerner celles qui dépendent de nous et qui ne dépendent pas de nous. Voilà la sagesse. Et c'est la résilience. Micheline nous ramène à la résilience, le fait d'accepter ce que je ne peux changer. Hein, on peut se pratiquer avec la température,
hein, pour faire une pratique au quotidien. Hein, la température, on ne la contrôle pas. Pas encore. Jazé fait référence à la suspension du jugement. Chez les sceptiques grecs, le terme ramène à l'époquet, bien sûr repris en phénoménologie, la suspension du jugement. Ne pas observer, prendre du recul, ne pas se précipiter dans le fait d'attribuer un jugement aux phénomènes, aux événements, à autrui, etc., au comportement. Et Jazzy nous dit finalement, c'est d'attendre, d'être patient avant de conclure quoi que ce soit. C'est l'attitude philosophique, hein? D'attendre, d'évaluer, de ne pas tomber dans l'impulsivité. Je salue Christine qui vient de se joindre à nous. Et je vais maintenant commenter Louise. Louise parle d'équilibrer. Bon, concernant le sage, elle parle de l'idéal, de l'équilibre. Et là, elle parle d'évaluation de l'avantageux, du désavantageux, qui est une chose pour le sujet, ça peut être l'avantageux, le désavantageux pour une situation, pour la nature, etc. Mais je me réfère à la notion d'équilibre. Donc, j'ai parlé chez Aristote tantôt que le courage était le juste milieu, la médiété entre deux extrêmes, l'excès de témérité et le manque de courage qui se définissait par la lâcheté. Voilà. Cette recherche d'équilibre, elle est présente aussi dans le bouddhisme. On parlera d'équanimité, etc. Donc, Martin dit que le sage pratique l'attention critique. Mais quand dit Martin, n'est pas freiné par son attention critique. Là, Martin, il faudra que tu me clarifies ta position parce que je peux la lire dans deux sens. Voilà, donc, écoutez, riche rencontre aujourd'hui, les amis. Dans nos rencontres de philosophie réflexive, on est maintenant à 13. Et je vous rappelle que nous allons nous revoir la semaine prochaine, mais pour ceux qui veulent participer au Zoom, mon activité personnelle Zoom, ça sera samedi, allez voir dans mes événements. J'ai rajouté, on prend une petite pause avec l'Observatoire, on va revenir sûrement au mois de septembre, hein, dans 3 mois, mais j'ai rajouté une petite rencontre spontanée, impromptue, le 17. J'ai mon plan ici. Qu'est-ce que penser, le 17? Et notre atelier final avant les vacances. Bien sûr, je vous propose le 19, ma méthode de lecture active. Vous allez voir, puis c'est une méthode très vaste, qui n'est pas simplement technique, mais sur mon approche face à la lecture. Donc, j'ai posé plusieurs questions là-dessus. Vous irez voir sur ma page. Notre dernière rencontre avant l'été, bien sûr. Je prendrai une petite pause cet été. Donc, Martin n'a pas encore commenté. Les amis, sur ce, je vous remercie d'avoir participé à ce live sur qu'est-ce qu'être la sagesse. Le but de ces rencontres, c'est bien sûr de partager, de réfléchir ensemble, de faire un chemin, d'animer le feu de l'esprit à vouloir se transformer, à vouloir comprendre, faire des liens. Et j'espère que vous en sortez inspirés pour poursuivre votre chemin. Hein? Sur les voies de la philosophie de la sagesse. Donc, salutations à tous et à toutes. Merci d'avoir été là pour cette belle rencontre. Merci aux bénévoles de l'Observatoire Vieillissement et Société. Merci à tous et à toutes. Martin nous dit, continuez à pratiquer votre attention critique. Hein? Ne soyez pas dupes. Merci à tous et à toutes. Prenez soin de vous, comme disait Socrate, chez Platon. Chez Xénophon, bien sûr. Et à samedi, le 5 juin, pour ceux qui veulent venir se joindre à nous. Salutations, bon après-midi et profitez de la vie. Bye bye.